Ils sont actuellement des centaines, peut-être voire des milliers, hommes et femmes iraniens, à venir rendre hommage à Téhéran, au président Raïssi. Bernard Hourcade est avec nous. Bonjour, vous êtes chercheur émérite au CNRS. L'Iran donc qui perd un président qui a participé, peut-être rappelons-le, à tous les dossiers de violation des droits humains depuis la révolution en 79. C'était sa marque de fabrique, ça, la répression? Pas uniquement. C'est évidemment quelqu'un qui était un apparatchik, plus qu'un idéologue. Mais quand on lui a demandé de massacrer, il massacrait, de faire autre chose, il faisait autre chose. Et donc, il a effectivement été un des acteurs de toute la politique de la République islamique depuis 40 ans, depuis que jeune procureur de la République à la prison de Karaj et celle d'Evin, il a fait massacrer beaucoup d'opposants, et ceci est effectivement sa marque de fabrique. Mais il y a aussi le fait, et c'est la deuxième partie de sa carrière, c'est un homme pragmatique, qui fait ce qu'on lui dit de faire, et s'il faut ouvrir l'Iran, il l'ouvrait, il l'a montré récemment encore en essayant de renouer des discussions avec les États-Unis. Donc sa mort, de ce point de vue-là, ne change pas grand-chose. Donc il était très obéissant, et c'est pour ça qu'on disait qu'il n'a jamais déplu en quelque sorte au guide suprême. Tout à fait. On pouvait le considérer un peu comme le secrétaire général, l'homme à tout faire du guide. C'était un ayatollah, même pas d'ayatollah, il a à peine ses études de théologie, c'est pas un leader religieux. Mais il était un excellent apparatchik, on peut utiliser ce terme, et qui connaissait bien les rouages administratifs, donc le guide dirigeait, les instances politiques dirigeaient, et lui exécutait avec beaucoup de fidélité et d'application les directives qu'on lui donnait d'appliquer. On le disait même potentiel successeur de l'ayatollah Khomeini. La course à la succession est ouverte aujourd'hui? Elle a toujours été ouverte, mais on exagère un peu sur cette course. En effet, le guide Ali Khamenei est au pouvoir depuis 1989, et en fait, depuis 1980, il est ministre et membre du gouvernement. C'est quelqu'un d'expérimenté, de plus sage qu'on le dit. Il était capable de faire des concessions dans sa vie politique. Son objectif aujourd'hui, c'est de sauver la République islamique, qui est en danger à cause des répressions à l'intérieur et des protestations à l'intérieur, vous l'avez signalé à l'instant, à cause de la guerre de Gaza, à cause de l'offensive d'Israël, à cause de la présence des États-Unis, de l'Arabie saoudite. Bref, la République islamique est en danger et le guide doit effectivement être capable, le futur guide ou le guide actuel, de trouver des solutions pour sauver le régime s'il veut le sauver. C'est ça l'enjeu actuel. Et ça passera donc par une transition qui devrait durer 50 jours. Elle est assurée, cette transition, par le premier vice-président Mohammad Mokber. Qui est-il et peut-il s'imposer pour la suite? Du tout. M. Mokber est un homme de l'ombre, en quelque sorte, un homme de l'appareil, qui a eu des responsabilités politiques secondaires. Et ce n'est pas du tout un leader politique. On peut toujours imaginer le contraire, mais c'est peu probable. Par contre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est, la continuité stratégique de l'Iran est incontestable, ça ne changera pas, mais il y aura peut-être des changements. Et le courage, on peut espérer que le guide lui-même et le système aura le courage de proposer une certaine ouverture. Il y a eu 7% de participation aux élections à Téhéran la semaine dernière. Et donc, si le régime veut continuer à vivre, il lui faut un soutien populaire. Pour cela, il faudrait une ouverture radicale. Et donc, les candidats aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu dans moins de 50 jours soient effectivement des candidats d'ouverture qui soient crédibles pour la population iranienne, qui ne devraient pas forcément voter en masse, mais qui pourraient au moins soutenir partiellement le régime. On va juger maintenant les successeurs de Raïssi, le gouvernement iranien a trouvé un successeur de Raïssi qui soit effectivement apte à sauver la République islamique d'Iran, qui est loin d'être sauvable parce qu'effectivement, à l'intérieur comme à l'extérieur, il y a de très graves problèmes. Et quel est votre avis sur cette possible ouverture lors de cette présidentielle? Est-ce que les réformistes seront autorisés à présenter un candidat? C'est la grande question. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a chez les conservateurs qui ont tous les pouvoirs en main des divisions internes. Ils se détestent entre eux, ils se connaissent trop bien. Mais actuellement, on l'a vu aux élections législatives, il y a s'opposant d'un côté des gens qui veulent résister, ne pas bouger, être plus radicaux que les radicaux, qui sont nombreux. Et ils ont gagné les élections plus ou moins. Mais il y a aussi le président du Parlement, Mohammad Ghalibaf, un ancien général, ancien maire de Téhéran, plus pragmatique, qui est partisan de certaine ouverture, tout en restant dans le système. Il y a aussi une possibilité que, mais c'est une hypothèse à 1% peut-être, que le gouvernement iranien autorise finalement, que le Conseil des gardiens des révolutions accepte finalement qu'il y ait des réformateurs véritables. On pense en particulier à Mohammad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait négocié l'accord sur le nucléaire. Si Zarif était autorisé à se présenter, ce serait peut-être une possibilité pour lui d'être président.
Mais la situation est tellement difficile en Iran, il n'est pas sûr qu'une majorité de la population vote pour lui. Et donc on peut s'attendre à ce que les conservateurs, plus ou moins modérés, gardent le pouvoir en Iran. On a bien compris qu'il y aura, donc, après cette disparition, des effets sur le plan intérieur. Quid des répercussions régionales en pleine guerre entre Israël et le Hamas? C'est, je crois, un élément important. Je viens de le dire tout à l'heure, les États-Unis, l'Iran a montré, en envoyant 350 drones et missiles sur Israël, tout en prévenant les Américains et les Israéliens qu'ils attaquaient, montrer qu'ils étaient à la fois capables de montrer la force de leur dissuasion, mais aussi de prêts à négocier. Et actuellement, l'Iran est pris au sérieux. Les Américains renégocient aujourd'hui, même à Oman, la question du nucléaire. Donc, il y a des chances que ça bouge, parce qu'effectivement, bouger d'1% d'un côté ou de l'autre, ça peut changer beaucoup de choses en Palestine ou à Gaza. On vient de le voir avec votre premier sujet sur la Cour pénale internationale. Il faut peu de choses pour que ça bouge. Et si l'Iran avait la bonne idée de bouger un petit peu, et la mort de Raïssi offre une opportunité de bouger assez rapidement, ça pourrait effectivement changer des choses au Moyen-Orient. Voilà, les semaines qui seront donc déterminantes à venir. Merci beaucoup Bernard Hourcade d'avoir été notre invité.